Et bah, bonjour à tous. Donc, bah, merci déjà à toute l'équipe de la SFEPM, hein, pour l'organisation, hein, ça fonctionne bien donc c'est chouette. Donc alors, moi je vais vous parler, d'un programme de sciences participatives, qui est piloté par la SFEPM et qui s'intéresse à la prédation, du chat domestique, sur la faune sauvage. Et puis plus précisément, bah, sur les micro-mammifères vu que, bah, c'est le thème du colloque. Donc j'ai pas fait ça toute seule. Ce que je vais vous présenter, voilà, ça a été fait collectivement avec, Benoît Pisanu, donc qui est chercheur au muséum et depuis le départ, sur ce projet-là. Et puis on a, Irène et Marie-Amélie qui nous ont rejoints, l'année dernière, qui ont toutes les 2 beaucoup travaillé, sur le chat domestique et donc qui nous amènent leur expertise, sur l'analyse des données. Alors, donc pour vous rappeler un petit peu, bah, le contexte de cette problématique, donc le chat domestique, voilà, il a un impact avéré, sur la biodiversité, hein. Il y a énormément de publications à ce sujet, à l'échelle internationale. Donc il y a aussi plusieurs pays, plusieurs chercheurs dans des pays qui ont essayé d'évaluer vraiment, spécifiquement cet impact, sur la faune sauvage. Donc pas forcément en France, mais en Grande-Bretagne, en Italie. Et pour vous donner un petit peu les chiffres en France, alors sur les populations de chats domestiques, donc c'est devenu l'animal préféré des Français, hein, comme vous pouvez le voir sur ce petit graphique là qui montre bah, l'évolution en millions d'individus en France du chat et du chien. Donc on est passé de 10 millions, un petit peu plus de 10 millions en 2008 chats domestiques à 14 millions en 2018, donc en 10 ans, donc c'est assez énorme. Et donc c'est pour ça que la SFEPM, avec voilà l'initiative de Roman Pavis, qui a lancé ce programme de sciences participatives, donc pour inviter voilà les propriétaires de chats à renseigner un petit peu bah, la fréquence et puis la nature des proies rapportées par leur animal. Donc sur un site internet d'où je vous mettrai l'adresse juste après si vous voulez participer. Donc, l'objectif pour les participants, bah, c'est de renseigner voilà, toutes les observations de proies ramenées par leur chat, donc s'ils sont propriétaires de ce chat, mais ils ont aussi la possibilité de renseigner plus ponctuellement voilà, des observations d'un chat même inconnu. Dans tous les cas, en tout cas, c'est des chats qui ont accès à l'extérieur et donc qui peuvent potentiellement chasser. Et donc l'objectif de ce programme, donc c'est évidemment de mettre en évidence déjà les espèces qui sont prédatées par les chats, quelles espèces ils chassent. Ensuite de quantifier donc ce taux de prédation bah, à l'échelle de toute la France. Et puis ensuite bah, de chercher quand même des moyens d'assurer la meilleure cohabitation entre les chats domestiques et puis la faune sauvage sans créer voilà, trop de conflits. Donc là, je vous montre un petit peu à quoi ressemble la saisie en ligne quand on veut saisir une donnée. Donc, pas besoin d'avoir de connaissances naturalistes spécifiques là-dessus. Tout le monde peut contribuer donc à renseigner bah voilà, des informations sur le régime alimentaire du chat. Alors, il y a 3 types d'informations qui sont demandées sur le site. Donc d'abord, tout ce qui est lié au contexte de la prédation, donc évidemment la date, le lieu, donc ça géolocalise automatiquement. Ensuite, bah, l'espèce ou bien le groupe d'espèces auquel appartient la proie qui a été ramenée par le chat, le nombre, est-ce qu'elle a été consommée ou non, voilà. Il y a aussi tout un tas d'informations sur bah, le chat en lui-même, donc son prénom, quand est-ce qu'il est né, est-ce qu'il est stérilisé, voilà, toutes ces informations-là. Et puis enfin, tout ce qui est lié aux pratiques du propriétaire de chat par rapport à son animal, donc à quelle fréquence il le laisse sortir à l'extérieur, à quelle fréquence il est nourri, le nombre d'heures qu'il passe dehors, tout ce type d'informations. Et donc au final, l'objectif, c'est de récupérer tous ces paramètres et d'essayer de regarder s'ils ont une influence vraiment sur la prédation exercée par les chats. Donc pour vous présenter un petit peu les résultats généraux, alors depuis 2015, donc l'année de lancement de cette enquête, bah, on a récolté un peu plus de 38 000 données sur le site, donc ça fait quand même une belle base de données. Alors ces proies, elles concernent plus de 200 espèces différentes qui appartiennent à 11 classes. Donc là, je vous ai représenté un peu en proportion chaque classe, enfin les classes les plus importantes. Donc en tête, on a bien sûr les mammifères, hein, 68% des proies. Ensuite, ce sont les oiseaux, donc avec 22% des proies, puis les reptiles, environ 10%. Et ensuite, toutes les autres classes, donc insectes, amphibiens, poissons, araignées, etc. C'est beaucoup plus anecdotique, c'est 1% ou un peu moins de 1% des données. Donc ça, c'est des résultats qu'on retrouve pas mal dans la littérature sur le sujet, en tout cas pour les pays proches de la France. Donc si on s'intéresse maintenant bah, plus spécifiquement aux mammifères, donc c'est là aussi il y a des grandes différences. Donc en premier, bien sûr, c'est les rongeurs qui sont les plus prédatés par les chats, donc 78% des données.
Ensuite, on a les Talpidés, Erinaceidae et puis Sauricidés, hein, avec les musaraignes en tête quand même, avec 14% des données. Alors après, un petit peu plus rare, mais il y a quand même 3% des données qui correspondent à des lagomorphes, donc c'est surtout du lapin de Garenne. Les chauves-souris aussi, donc c'est rare, mais ça arrive quand même. Enfin, c'est 1% quand même du jeu de données. Donc là, c'est difficile d'arriver jusqu'à l'espèce pour l'identification, vu que forcément, c'est quand même des espèces difficiles à identifier. Mais on a quand même, il me semble, 16% des données qui sont de la pipistrelle commune. Et puis ensuite, c'est rare, mais ça arrive quand même. Voilà, il y a quelques carnivores, petits carnivores qui sont prédatés par le chat. Donc là, c'est surtout de la belette et puis de l'hermine. Donc, on a regardé ensuite, voilà, parmi les micro-mammifères, quelles espèces étaient les plus prédatées. Donc, si on regarde vraiment uniquement les micro-mammifères, donc les petits rongeurs et puis les sauricidés, donc c'est quand même un peu plus de 23 000 données. Donc, arrive en tête la souris grise, 15% des données. Ensuite, le campagnol des champs et puis le mulot sylvestre, tous les deux aux environs de 4%. Mais à noter quand même que voilà, il y a 64% des données de micro-mammifères qui appartiennent à des catégories non identifiées à l'espèce. Donc ça reste des groupes très généraux comme campagnol non identifié, mulot non identifié. Voilà, donc ça illustre bien comme c'est difficile d'étudier ces espèces. Et puis surtout là, c'est demander au grand public. On ne peut pas demander à tout le monde de savoir identifier précisément à l'espèce les micro-mammifères. Donc alors pour ce colloque, voilà, on a voulu cibler vraiment les micro-mammifères. Donc on n'a pas encore analysé toutes les données, mais pour cette présentation, donc on les a séparés en 3 groupes. Donc d'abord les musaraignes, les campagnols et puis les muridés d'autre part. Et donc en regardant ces 3 groupes, on a voulu tester plusieurs hypothèses. Donc d'abord regarder si la prédation de ces 3 groupes varie en fonction des saisons. Ensuite, selon leur localisation, donc en termes de latitude et de longitude. Et puis ensuite, on a regardé aussi s'il y avait une variation de cette prédation sur ces groupes en fonction du statut de l'habitat et selon un indice d'anthropisation. Donc ça s'appelle l'indice de Human Footprint. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, apparemment, c'est assez utilisé en biologie de la conservation et pour tout ce qui est étude des interactions entre l'homme et puis l'environnement. Et donc ça prend en compte la densité de population humaine et puis aussi l'utilisation des sols par les activités humaines, les infrastructures, etc. Et donc les analyses qu'on a réalisées ici, donc elles portent sur la somme de toutes les proies des chats qui ont été rapportées à leurs propriétaires. Pour chaque chat, donc chaque année, donc des chats qui ont été bien individualisés, donc bien identifiés, toutes années confondues, mais pour prendre en compte voilà, la répétition des années et des mois au cours de l'année et donc des saisons, et on a utilisé donc des modèles additifs généralisés mixtes pour ceux à qui ça parle en statistique. Voilà, et on a utilisé un petit peu plus de 23 000 données, donc comme je vous disais, pour lesquelles on a bien identifié le chat et puis le propriétaire. Donc pour vous remontrer un petit peu comment sont distribuées les données. Donc là, on a une petite carte de la France. Donc on voit que c'est réparti globalement à peu près partout. Après, il y a des endroits où il y a des gens très très actifs, en tout cas des chats très actifs, et puis d'autres où on a peut-être un petit peu moins de participation. Globalement, c'est quand même assez bien réparti. Donc pour vous présenter un petit peu les résultats, donc là c'est d'abord le cas des musaraignes. Donc, si on regarde le résultat du modèle, on a un pourcentage de musaraignes parmi l'ensemble des proies rapportées qui varie entre 2 et 3% du total. À chaque fois, on va regarder ce pourcentage par rapport au total des proies. C'est important de garder ça en tête. Et donc là, pour les musaraignes, donc on note qu'il y a bien une variation en fonction de la saison, en fait. Ça, c'est le petit graphique que vous voyez en haut à droite. Donc, il y a un pic en janvier et en juillet qui est significatif. Ensuite, on a aussi une variation en fonction de la latitude. Donc là, les musaraignes, elles semblent légèrement moins prédatées dans la moitié sud du pays comparé au nord. On n'a pas d'effet significatif de la longitude et pas non plus d'effet du gradient d'anthropisation. Mais par contre, on note quand même un gros effet de l'année et puis de l'identité des chats. Alors ensuite, pour les campagnols, donc là, eux, le pourcentage de campagnols, donc parmi les proies, l'ensemble des proies rapportées, donc il varie entre 2 et 12% du total des proies. Là aussi, on a une variation saisonnière, mais qui est totalement différente des musaraignes. Là, à l'inverse, on a plutôt un creux sur la période d'avril à juin.
donc là où le pourcentage vraiment varie significativement comparé au reste de l'année. On a aussi une variation selon la latitude et aussi la longitude, donc là qui est plutôt en faveur du nord de la France et de l'est de la France. Et là, par contre, dans ce cas-là, on a aussi un effet du gradient d'anthropisation. Donc en fait, les campagnols sont en proportion plus prédatés dans les habitats qui sont vulnérables comparés à des habitats qui sont encore plus abîmés. Et voilà, ils sont aussi proportionnellement plus importants dans les habitats peu altérés comparés à des habitats très très altérés par les activités humaines. Et là aussi, on a un fort effet annuel de l'année et puis aussi de l'identité des chats. Et puis pour finir sur les muridés, donc les mulots, les souris et les rats. Donc là, le pourcentage de muridés parmi toutes les proies, il varie entre 10 et 18%. On a aussi une variation en fonction de la saison, donc avec un creux important entre avril et août, qu'on voit aussi sur le graphique en haut. Aussi une petite variation au niveau de la latitude, donc en faveur du nord aussi, pas d'effet de la longitude. Et là non plus, pas l'effet du gradient d'anthropisation ne ressort pas pour ce groupe-là. Mais il y a encore une fois un fort effet annuel et de l'identité des chats. Donc si on essaie de comprendre un petit peu ces résultats, donc déjà pour ce qui est de la variation saisonnière, alors chez les musaraignes, donc le pic en janvier, observé en janvier et puis celui observé en juillet, donc ça on peut se dire que c'est en lien avec la reproduction, qui peut être précoce pour certaines espèces, donc plutôt en hiver ou alors en plein été. Donc ça on le retrouve souvent dans la littérature, enfin, en tout cas l'étude qu'on vous a mise là, c'est une étude qui a été faite en Pologne. C'est la même chose pour les muridés qui voilà, présentent un pic de prédation en automne. C'est lié aussi au pic de densité des espèces, hein. Donc ça s'explique simplement par le fait que plus il y a de proies disponibles dans le milieu, plus le chat va s'adapter à ce qui est disponible. Enfin, comme c'est une espèce assez, un prédateur assez généraliste et opportuniste, voilà, il prédate selon ce qui est disponible dans le milieu. Et à l'inverse, donc c'est pas à l'inverse en fait, ça va dans le même sens, mais le creux qu'on observe au printemps chez les campagnols et puis chez les muridés, là on pose l'hypothèse que c'est sans doute un report des chats. En fait, ils changent de proie et à cette période de l'année, donc au printemps, il y a beaucoup plus d'oiseaux dans le milieu, c'est la période de la reproduction pour eux. Donc, et en regardant rapidement les données, a priori, il y a effectivement un pic de prédation sur les oiseaux à cette période-là de l'année. Donc le chat change de proie en fait. Donc pour ce qui est de la variation géographique, donc en termes de latitude et de longitude, alors là c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Alors on pense que ça suit globalement la répartition naturelle des espèces, mais là il faudrait qu'on creuse un petit peu plus, qu'on aille un petit peu plus loin en regardant plus finement d'autres variables explicatives qui seraient en lien avec l'habitat. Donc pour apporter, voilà, préciser un petit peu tout ça. Pour ce qui est du statut de l'habitat et puis de l'indice d'anthropisation, alors il ressortait uniquement pour les campagnols, ce qui n'était pas forcément attendu. Mais en tout cas, voilà, les campagnols sont plus prédatés dans les habitats qui sont vulnérables et dans les habitats qui sont peu altérés. Donc là, effectivement, il va falloir creuser aussi un peu plus pour essayer de comprendre à quoi ça correspond. Et pour ce qui est des effets aléatoires donc de l'année et des individus, des chats qui ressortaient très fortement donc pour les trois groupes, ça s'explique tout simplement parce que, vu de l'historique du projet, en fait, il y a eu des années où il y a eu un petit peu moins d'animation sur le projet, donc les données forcément ont suivi aussi en nombre de données chaque année. Donc un fort effet de l'année sur ce qui ressort. Et il y a aussi un effet de l'identité des chats, ça c'est lié au fait qu'il y a des chats qui chassent énormément et d'autres qui chassent très très peu. Donc il y a des chats voilà, qui ont 150 données dans la base et d'autres qui ont simplement une donnée. Donc forcément cet effet-là, il ressort aussi. Donc pour conclure, donc voilà, là on a mis en évidence un petit peu toutes les espèces qui étaient prédatées par les chats domestiques. Donc on a vu qu'il y en avait énormément, il y avait beaucoup d'espèces communes, donc comme on a vu, il y avait la souris grise, le campagnol des champs, le mulot sylvestre, donc des espèces qui sont largement réparties, mais c'est pas forcément le cas. Enfin, il y a quand même plus de 200 espèces en tout, donc voilà, ils touchent vraiment une large part de la biodiversité. Les petites analyses qu'on vous a présentées, elles montrent quand même une variation saisonnière en lien avec la disponibilité des proies. Donc ça, c'est ce que je vous disais par rapport aux chats qui s'adaptent à la disponibilité de leurs proies dans le milieu. Ensuite, tout ce qui a été en lien avec la variation géographique de la prédation, voilà, ça mériterait d'être exploré un petit peu plus finement avec
plus de variables explicatives, notamment sur les habitats. Et puis voilà, creuser cet effet de l'anthropisation sur les campagnols. On peut évidemment donner quelques petites limites à, à cette analyse. Il y a notamment plusieurs biais qui sont mis en évidence. Donc déjà le fait que la base de données est faite de façon à ce que quand on participe, on renseigne vraiment une donnée, c'est une prédation en fait. Donc tous les chats qui ne chassent pas, bah, on peut pas les rentrer dans la base, sauf s'ils ont prédaté au moins une fois. Là, ça fonctionne, mais s'ils ne chassent pas du tout, ils apparaissent pas dans la base. Donc on pourrait se dire qu'on surestime la prédation du chat en France. Mais d'un autre côté, il y a aussi un autre biais qui lui, plutôt sous-estime l'impact de la prédation, en fait, qui est lié au fait qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont montré que les chats ne rapportaient pas toute leur proie systématiquement à leurs propriétaires. En fait, avec des caméras embarquées, des choses comme ça, on montre que les chats, ils chassent énormément d'espèces qui ne rapportent pas systématiquement chez eux. Donc voilà, là, on a plutôt une sous-estimation. Et puis un troisième biais qui est lié au fait que ce soit un programme participatif, donc ouvert à tout le monde, mais du coup, on ne peut pas être trop exigeant non plus sur le degré d'identification des proies. Voilà, on peut déjà s'arrêter à des grands groupes qui donnent quand même une information importante, mais voilà, on ne sera pas forcément sûr à 100% à chaque fois de l'identification qui est fournie. Même s'il y a des photos qui sont envoyées, mais bon, après, il faut pouvoir valider ces photos, etc. Et c'est pas systématique, donc voilà. Et puis donc juste les résultats des analyses que je vous ai présentées là, c'était un travail un petit peu exploratoire. Il y a des analyses plus fines qui vont être réalisées par la suite. Et donc en perspective, on pensait sans doute essayer de croiser ces données de prédation avec les données de répartition naturelle des espèces pour essayer de voir si ça concorde ou si, par exemple, il y aurait des espèces qui seraient prédatées et d'autres non. Donc ça, on peut imaginer croiser avec les données de répartition de l'INPN, par exemple. Et puis aussi, évidemment, intégrer d'autres paramètres que sont toutes les caractéristiques individuelles du chat qui sont saisies, qui existent dans la base et qui pourraient permettre de voir qu'est-ce qui influence la prédation des chats. Donc merci beaucoup de votre attention. Et puis si vous souhaitez contribuer, voilà, l'enquête elle continue, hein, elle est toujours ouverte. On a fait un site tout beau, tout neuf en plus cette année. Donc voilà, vous avez l'adresse du site. Et puis la biblio, voilà. Merci Nathalie. Je vais prendre quelques questions et quelques remarques. La première remarque, c'est pour compléter ton diaporama sur le fait que le fameux pic de musaraignes qui sont capturées en janvier, il y a plusieurs intervenants qui complètent le fait que les musaraignes ont plutôt tendance à rentrer dans les bâtiments l'hiver, donc plus tendance à la prédation d'une part, et d'autre part, les musaraignes, contrairement aux rongeurs en général, ne sont pas consommées. Donc peut-être il y a une surestimation aussi de la présence des musaraignes dans les données. Voilà, ce sont des données. En ce qui concerne les questions, alors c'est vrai qu'il y a 2-3 questions sur entre guillemets, la spécialisation des chats, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des chats qui sont plus spécialisés sur les mammifères ou ceux qui sont plus spécialisés sur les oiseaux, est-ce que sur les données ça peut ressortir, d'une part, et est-ce que, en fonction des races, est-ce qu'il y a des données sur les races de chats dans vos données qui pourraient expliquer la prédation de plus sur les mammifères ou d'oiseaux? Alors oui, pour ce qui est de la spécialisation, oui, effectivement, c'est assez connu qu'il y a des chats qui se spécialisent ou sur les chauves-souris ou sur les oiseaux. Enfin, ça existe. Alors là, on n'a pas encore regardé ça dans le détail. Enfin, on n'a pas testé ça dans le détail dans la base de données, mais on pourra regarder effectivement. Je sais que, ça existe dans des publications et puis même tout le monde peut le voir autour de soi. Ça arrive qu'il y ait des chats qui sélectionnent un peu, qui se spécialisent. Et la deuxième question, pardon, c'était quoi? C'était sur les races de chats. Ah oui, sur les races de chats. Oui, ça pareil, on a l'information, elle est répertoriée, mais pas très souvent en fait. Il y a assez peu de chats de race. Alors, faudrait que je regarde avec toutes les dernières données qui sont arrivées cette année. J'ai pas encore tout regardé, mais je sais que j'avais commencé à jeter un œil et il y avait pas suffisamment pour pouvoir dire s'il y avait un vrai effet de la race. En tout cas, je sais que pareil, il y a beaucoup de publis là-dessus. Il y a des gens qui ont travaillé sur les races de chats et qui montrent un peu des différences de caractère. Et effectivement, il pourrait y en avoir qui sont plus chasseurs que d'autres. D'accord, je vais prendre encore 2 questions. Une qui concerne sur le type de nourriture qui est donnée aux chats. Est-ce que dans
dans le questionnaire qui est demandé aux personnes quand elles remplissent une observation, est-ce qu'il y a le type d'alimentation qui est donné au chat pour savoir si c'est des croquettes, de la pâtée, si c'est plus protéiné, etc., pour avoir une idée un petit peu. Oui, bah alors, il me semble qu'au début de l'enquête, c'était pas forcément renseigné, mais en refaisant le site, on a actualisé cette info-là et ouais, effectivement, on peut renseigner si c'est juste des croquettes ou des restes de repas normaux ou de la nourriture plutôt humide. Ouais, c'est ça, ça peut être renseigné en tout cas. Ouais. Pas Ça en peut être champ, renseigné. il y a au moins 3 catégories différentes ou mixtes. D'accord, ça fait partie éventuellement des perspectives à étudier, parce qu'on n'a pas encore assez de recul Exactement. là-dessus. Et je vais prendre la dernière question, c'est est-ce qu'il y a une évaluation du dispositif limitant la prédation, tout ce qui est collier, sonore, etc., qui peut être envisagé dans les perspectives? Alors ça, donc on le demande aussi quand les gens renseignent, voilà, la proie et toutes les informations sur le site. On demande aussi s'ils mettent en place un dispositif. Donc ça, on l'a pas encore regardé. Pareil, ça fait partie des objectifs et après, voilà, on travaille aussi avec la LPO qui, elle, a développé beaucoup de moyens d'essayer de limiter la prédation, alors sans qu'il y ait de solution miracle qui permette d'annuler totalement, d'empêcher les chats de chasser, parce que évidemment, il faut respecter aussi leur bien-être. Le but, c'est pas de les séquestrer à l'intérieur. Mais bon, enfin, en tout cas, voilà, il y a d'autres associations qui travaillent aussi là-dessus, et c'est un des volets qui est prévu pour le site aussi, d'essayer de donner quelques pistes pour essayer de limiter la prédation de nos chats sans pour autant, voilà, aller contre leur bien-être.